Siam. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes chercheur en géopolitique au laboratoire Géode et à l'Institut français de géopolitique. Vous êtes spécialiste notamment des questions de cyber. L'armée israélienne a annoncé ce matin avoir mené un raid aérien hier contre des terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban. Un dépôt d'armes a notamment été bombardé. Tsahal qui insiste maintenir son respect du cessez-le-feu, mais promet de continuer à agir pour dissiper toute menace à l'encontre de l'État d'Israël et de ses citoyens. Fin de citation. On se trouve, Ilan Selom, 40 jours après l'accord conclu le 26 novembre entre Israël et le Liban. Est-ce qu'on peut envisager que les forces israéliennes se retirent du Sud-Liban d'ici 20 jours, comme prévu dans cet accord ? C'est tout à fait envisageable, mais à condition que les conditions liées au cessez-le-feu, à cet accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah, soient maintenues, à savoir pas de force du Hezbollah au sud de cette ligne bleue, la ligne bleue qui est cette ligne qui se trouve sur le fleuve Litani, de manière à permettre notamment aux habitants du nord d'Israël de revenir chez eux, et donc aussi pour l'armée israélienne, lui permettre de se retirer derrière la frontière israélienne. Et ce, malgré la porosité très claire qui existe entre les communautés chiites locales et le Hezbollah ? Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a un retrait des forces israéliennes qu'il n'y aura pas d'opération. Là, vous parlez d'une opération aérienne. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de raid régulier dès lors que... Plus ponctuel. Voilà, tout à fait. Que l'armée israélienne considérera qu'il y a une menace imminente, que ce soit à travers des stocks d'armes trouvés. Le renseignement israélien, on l'a vu, on en parlera peut-être tout à l'heure, est extrêmement pointu sur cette zone, et depuis un long moment. Et donc, s'il considère qu'il y a une menace, Israël n'hésitera pas à intervenir. Dans quelle mesure l'investiture de Donald Trump, précisément dans 20 jours, le 20 janvier prochain, peut impacter l'application et la prolongation de ce cessez-le-feu ? On a affaire avec Donald Trump à une grande incertitude. Comment il va se comporter vis-à-vis de la situation au Proche-Orient de manière large, c'est-à-dire aussi bien sur la question du Hamas. J'entendais ce matin qu'il y a un peu un tic-tac jusqu'à son arrivée le 20 janvier. Sur la question de l'hypothèse d'un accord sur les otages qui serait a priori, qui attendra son retour à la Maison-Blanche. On ne sait pas du tout, il est assez versatile, hein, on l'a vu lors de son premier mandat. Comment il va se comporter, comment ça va se passer. Donc, il y a aujourd'hui, en tout cas, vu que l'administration américaine, même c'est sous l'administration Biden, s'est investie dans cet accord, l'accord est bon. L'idée étant d'éviter un double front pour Israël, de maintenir la pression sur Hezbollah, et à ce niveau-là, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à remettre en question cet accord de cessez-le-feu, et je ne pense pas que l'administration Trump voudra changer cela. Hier, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui était de passage au Liban, affirmait que le cessez-le-feu tenait, mais qu'il était fragile. Il a également défendu l'action de la FINUL. Je le cite, l'existant a le mérite d'exister, et si ça n'avait pas existé, la confrontation entre le Hezbollah et Tsahal aurait pu être plus forte ou plus violente, parce qu'il y avait justement ces postes des Nations Unies qui observent. Ilan Selom, quel rôle les Nations Unies, la communauté internationale et en particulier la France, peuvent-ils jouer pour assurer la stabilité de cette zone côté israélien et côté libanais ? Aujourd'hui, on a la FINUL qui est déployée sur zone. On a une influence aussi existante, même si elle est ténue, une influence française historique sur le Liban. Tout ce qu'on peut aujourd'hui imaginer et envisager de la part de la France et d'autres acteurs sur le terrain, notamment l'ONU, c'est d'avoir ce rôle d'observation et d'observer, comme il a dit le ministre de la Défense, Lecornu, d'observer que le cessez-le-feu tient dans ses grandes lignes. Encore une fois... Sans pouvoir agir malgré tout. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut bien envisager que le Hezbollah, sa raison d'être, sa raison d'exister, est la lutte contre Israël. Et sans cela, il n'existe pas. Donc ça implique un réarmement à moyen terme. Ça peut être un réarmement constant. Donc c'est pour ça que la pression que maintient l'armée israélienne aujourd'hui est essentielle. Que ce soit avec des personnes, des soldats sur le terrain, soit en se retirant, mais en ayant, comme on l'a dit, des raids ponctuels. Mais le coût humain serait tellement élevé en laissant, on l'a déjà vu par le passé, en laissant des forces israéliennes dans cette zone entre la frontière israélienne et le Litani, qu'il me semble qu'on s'oriente vers des raids réguliers de la part de l'armée israélienne avec ses avions.
Ilan Selam, je le disais, vous êtes spécialiste des questions de cyber et de renseignement et vous avez lu avec attention comme nous l'enquête publiée il y a 3 jours par le New York Times, une enquête qui détaille la manière dont les services israéliens ont infiltré et surveillé le Hezbollah, en fait depuis la fin de la seconde guerre du Liban en 2006. Ce qui est frappant, c'est qu'Hassan Nasrallah considérait jusqu'à sa mort, jusqu'à les heures qui ont précédé sa mort, qu'Israël n'avait pas d'intérêt à l'éliminer. Comment Israël a constitué cette banque de données immense, cette banque de cibles contre le Hezbollah? Alors ça s'est fait, comme vous l'avez dit, sur un temps relativement long, depuis la fin de la seconde guerre du Liban, depuis 2006. Je vous rappelle que pendant 34 jours, Tsahal a été en guerre avec le Hezbollah et que dans l'esprit israélien, chez les stratèges, les objectifs de guerre n'ont pas été atteints en 2006. Donc progressivement, Israël s'est reconstitué d'un point de vue du renseignement, a constitué une base en travaillant avec notamment des sources humaines, c'est important, des sources humaines notamment dans la reconstruction du Hezbollah. Ils ont été chercher des acteurs au Liban qui ont constitué des caches, qui ont travaillé avec le Hezbollah. Donc ils avaient tous ces éléments-là. Pour vous donner un élément intéressant, à la fin de la seconde guerre du Liban, le portefeuille de cibles de Tsahal et du renseignement était de 200 cibles à peu près. En septembre 2024, au moment où il y a l'attaque des pagers, on est à plus d'une dizaine de milliers de cibles collectées qui permettent en fin de compte au renseignement et à l'armée israélienne de frapper n'importe quel acteur au Liban, n'importe quel acteur du Hezbollah évidemment, et on l'a vu donc avec l'assassinat de Nasrallah. La question finalement de l'assassinat de Nasrallah était plus une question politique qu'une question de capacité. La capacité, il l'avait. On se rend compte aujourd'hui à travers cette enquête qui a été faite par le New York Times que il y avait une connaissance très précise des lieux où se trouvaient les différents leaders, alors de la branche militaire, de la branche politique, du Hezbollah, et donc ils ont pu l'activer au moment opportun. Et on cite notamment dans cette enquête des découvertes qui ont été faites par l'unité 8200 dès 2012. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu et préciser ce qui a été retrouvé et pourquoi ça a été utile pour la suite? Alors il y a toute une liste de grandes sources d'informations, que ce soit les caches d'armes, que ce soit les lieux où se rendaient les différents leaders de Hezbollah, qui ont été trouvés effectivement par l'unité 8200 en 2012. À ce moment-là, quand on regarde la politique israélienne, notamment le Premier ministre Netanyahou, on est dans cette idée de frapper l'Iran. Et on a cette scène d'ailleurs qui est racontée dans le New York Times, qui dit que le chef du Mossad de l'époque dit « Ok, aujourd'hui, vous pouvez frapper l'Iran. Pourquoi ? Parce que si l'Iran, dans sa stratégie de proxy, de faire intervenir le Hezbollah dans un conflit, souhaite activer le Hezbollah, il ne le pourra pas parce que nous sommes en mesure de éliminer les différentes têtes, les différents acteurs, les hauts responsables du Hezbollah. Et on se retrouve aujourd'hui un peu dans la même situation, toute différence par ailleurs, parce que la capacité d'action du Hezbollah a été grandement diminuée par ces 2 mois de guerre. Ça a été même plus que grandement diminué. Que ce soit à travers l'affaire des pagers, et là aussi cette affaire est rocambolesque parce que ça a pris plusieurs années pour constituer des sociétés écrans, pour aller acheter une licence à une société taïwanaise qui produisait ces pagers, aller les produire en Bulgarie, en Roumanie, livrer à partir de 2023 les premiers pagers au Hezbollah. En même temps, parallèlement, une campagne de désinformation de l'unité 8200 sur les réseaux sociaux pour dire voilà, attention, Israël a les capacités de pirater n'importe quel outil, des téléphones, des smartphones, etc. Donc, poussant finalement le Hezbollah à investir à la solution des pagers. Ça, c'est une première... manipulation psychologique. Totalement. Et cognitive. Ça fait partie, en fin de compte, on voit que les actions israéliennes se font sur différents terrains. On a ensuite cette affaire des talkie-walkie qui est antérieure à l'affaire des pagers, où il y a eu aussi, dès 2014, un arrêt de production des talkie-walkie. Israël en a produit de son côté et a fourni, à travers différents systèmes, le Hezbollah en talkie-walkie piégé. Ensuite, la suite, vous la connaissez, septembre 2024, d'abord les pagers qui explosent et qui vont... Et avant ça, Ilan Selam, il y a, et ça intervient assez tardivement, le Hezbollah qui commence à avoir certains doutes et qui envoie un certain nombre de pagers en Iran. Et il faut décider de côté israélien maintenant. Tout à fait. Alors, ce que révèle cette enquête, c'est qu'à partir du 11 septembre, on se rend compte, les différentes unités qui écoutent ce qui se passe au Hezbollah se rendent compte qu'il y a des doutes, qu'on envoie des pagers sur place. Et donc, on va décider le 18 septembre, même pas un petit peu avant, le 17 septembre, d'activer les pagers avant que le secret soit éventé via les analyses qui pourraient être produites en Iran. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui montre finalement qu'il y a une profondeur
du renseignement israélien dès 2006, qui va se prolonger en 2012, vous l'avez dit, en 2014, les talkie-walkie, en 2018-2019, on commence à réfléchir sur les pagers. Donc il y a un renseignement qui est extrêmement fort et surtout qui est important, je pense, d'un point de vue psychologique, c'est de rétablir la posture de dissuasion d'Israël qui a été lourdement impactée par le 7 octobre. Et j'ajoute une chose peut-être intéressante, c'est qu'on observe à travers cette enquête que la priorité des services de renseignement israéliens, de l'armée israélienne, était une guerre avec le Hezbollah. Il y a un décalage il y a un décalage entre ce qui a été investi en renseignement avec le Hezbollah et ce qui a été investi avec le Hamas. On n'a pas la même perception de la menace. On pensait que le Hamas ne pouvait pas mener une action importante sur le territoire israélien. On voit bien qu'avec le 7 octobre, les services de renseignement se sont lourdement trompés. Israël prévient ces derniers jours, ces dernières semaines et ces dernières heures encore que les responsables houthis au Yémen pourraient connaître le même sort que les responsables du Hamas et du Hezbollah, puisqu'on parlait d'Hassan Nasrallah. Quelles sont les capacités de renseignement, dans la mesure de ce qu'on peut savoir, évidemment, Ilan Shalom, israélienne, capacité de renseignement israélienne sur les Houthis et sur d'éventuelles frappes, des raids contre les leaders? Alors beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible, pour différentes raisons. D'abord, jusqu'à récemment, le Yémen n'était pas perçu comme un acteur de la menace pour Israël. C'est un peu l'invité surprise depuis le 7 octobre. Le Hezbollah, on le savait, le Hamas, on le savait. Les Houthis au Yémen, c'est quelque chose de relativement nouveau, à tel point que dans l'armée israélienne, on n'a pas de département Yémen. Il a été créé très récemment. On a commencé à enseigner le yéménite. Pourquoi ? Parce que même les vagues d'immigration juive en Israël, du Yémen en tout cas, viennent de 1950. C'est très très ancien. Donc on a besoin de reconstituer nos capacités à comprendre en Israël ce qui se passe au Yémen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les capacités à opérer. On est à 2000 km. Voilà. Le Yémen, c'est pas Gaza, c'est pas le sud du Liban, c'est beaucoup plus loin. Les capacités d'opérer de Tsahal sont beaucoup plus restreintes. Donc l'objectif aujourd'hui d'Israël, c'est, il me semble, d'internationaliser le conflit avec les Houthis, puisque ça menace aussi la liberté de navigation et le commerce international. Notamment en mer Rouge. Voilà, le golfe d'Aden est un secteur extrêmement important pour le commerce international. Il y a une tentative aujourd'hui de la diplomatie israélienne de sensibiliser, notamment dans les chancelleries occidentales, à ce sujet-là. Mais je pense aujourd'hui que l'objectif des Houthis est d'enfermer Israël dans une guerre d'usure. Pour une simple raison, c'est qu'économiquement, Israël ne tiendra pas. Lancer un drone aujourd'hui, le coût d'un drone, c'est entre 1000 et 5000 $. Pas plus. Ça couvre même pas une heure de vol avec un F-15 israélien. Donc ça ne tiendra pas. Israël ne peut pas se projeter partout. Tout l'objectif aujourd'hui, c'est de créer une coalition. Et d'ailleurs, on voit que les Américains et les Britanniques frappent aussi le Yémen. Et aussi, je pense, avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Je vous rappelle que le Yémen, les Houthis sont en guerre. Ont été en guerre avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ils ont lancé des attaques à Abu Dhabi en 2022, à Riyad en 2021. Et on est dans la même configuration des attaques, des missiles balistiques qui vont toucher des quartiers civils. Merci beaucoup, Ilan Shalom, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en géopolitique au laboratoire Géode et à l'Institut français de géopolitique. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr, en vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci.